Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Chaque jour sur Terre. De quoi aurait l'air la Troisième Guerre mondiale? Je suis certain que c'est une question qu'on s'est tous déjà posée à un moment ou à un autre. Il faut dire que c'est une question tout à fait pertinente dans le contexte d'une analyse géopolitique. Alors, aujourd'hui, je vous propose un exercice extrêmement intéressant. On va analyser ensemble les principaux points, on pourrait dire, d'escalade potentielle dans l'éventualité d'une guerre qui impliquerait plusieurs puissances simultanément, en l'occurrence une troisième guerre mondiale. On va donc faire le tour de chacune de ces régions, des implications, des acteurs qui pourraient avoir un intérêt dans tout ça et bien sûr une liste de quelques-uns des flashpoints, des endroits où on pourrait avoir des conflits, peut-être pas d'envergure mondiale, mais certainement des conflits entre deux États qui pourraient trouver une opportunité dans ce conflit mondial de régler des problèmes qui durent depuis parfois des décennies. Alors, sans plus tarder, chers amis, voici les conflits de la Troisième Guerre mondiale. Aujourd'hui, pendant qu'on parle de potentiels conflits dans le monde réel, il existe un endroit où vous pouvez tester vos propres stratégies de puissance. Supremacy World War III, c'est un jeu de stratégie en ligne où vous prenez le contrôle d'un vrai pays moderne. Gestion économique, alliances, déploiement militaire, tout se joue en temps réel sur plusieurs semaines. Vous décidez. Diplomatie ou confrontation, production, recherche, logistique, ressources, chaque décision compte. Plus de 250 unités modernes à débloquer, des chars, des sous-marins, des avions, des missiles, tout ça dans une guerre mondiale persistante face à une centaine d'autres joueurs partout à travers le monde. Le jeu est entièrement gratuit, disponible sur ordinateur et mobile, et les parties continuent même quand vous êtes hors ligne. Et pour ceux qui découvrent Supremacy grâce à cette vidéo, suivez le lien dans la description, dans les commentaires, pour recevoir une unité spéciale saisonnière exclusive, par exemple la frégate d'élite d'une valeur de 25 €. Essayez Supremacy World War III maintenant, menez une puissance comme vous l'entendez et dominez vos rivaux dans un monde en crise. Alors, pour commencer, je vous propose qu'on y aille avec le plus gros de ces conflits, celui qui pourrait véritablement donner le coup d'envoi d'une troisième guerre mondiale. Ce serait, bien sûr, une invasion de la Chine sur Taïwan. On sait que la Chine a déclaré à plusieurs occasions son intention de reprendre le contrôle sur Taïwan, que ce soit par la voie politique ou par la voie militaire. Là-dessus, on vient très rapidement dans le contexte. On sait que la Chine communiste, la Chine qu'on connaît aujourd'hui, a été fondée suite à une guerre civile qui opposait le Parti communiste chinois à un groupe qu'on appelait le Kuomintang. Après sa défaite, le Kuomintang a pris la fuite vers Taïwan et a fondé à Taïwan ce qu'on appelle la République de Chine. Vous avez donc deux Chines en théorie, l'une ici qui a été fondée à Taïwan, qu'on ne reconnaît pas à l'échelle internationale, à l'exception de quelques pays, et la Chine populaire, la Chine communiste qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, et avec laquelle on a des relations. Cette Chine populaire a toujours déclaré qu'elle avait l'intention de reprendre Taïwan, comme je l'ai mentionné, mais le Parti communiste actuel, mené par Xi Jinping, en a véritablement fait un de ses devoirs, une de ses responsabilités. On a vraiment l'intention de mener ce qu'on appelle la réunification et de faire une seule Chine unique. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a cette tension grandissante dans le détroit de Taïwan, alors que la Chine, de son côté, télégraphie son intention d'envahir et de prendre Taïwan, et de l'autre, vous avez un groupe d'alliés de Taïwan, notamment les États-Unis, qui ne s'affichent pas ouvertement à la défense de Taïwan. Il est important de le comprendre. Les Américains maintiennent ce qu'on appelle une politique de l'ambiguïté stratégique. C'est la doctrine américaine qui suggère que on ne vous dit pas exactement si on va défendre Taïwan ou pas. On ne vous télégraphie pas quelle est notre intention. Là-dessus, il est relativement clair. Les Américains ont effectivement l'intention de défendre Taïwan. Ils ont pris beaucoup de postures, d'abord au sens tactique et au sens stratégique, qui sont compatibles avec tout ça, mais on a aussi des déclarations même de Joe Biden dans son dernier mandat où on a, disons, laissé sortir le chat du sac. Et on a effectivement confirmé que les États-Unis avaient l'intention de défendre Taïwan dans l'éventualité d'une invasion. Les États-Unis ne seront pas seuls, bien sûr. Vous avez plusieurs alliés dans la région. En fait, on pourrait postuler que l'entièreté de la posture militaire américaine dans la région Asie-Pacifique ici est entièrement déterminée par un scénario d'invasion de Taïwan. Un scénario qu'on redoute parce que, vous le voyez ici, on a vraiment un vide. Un vide qui, essentiellement, est la mer de Chine, une mer de Chine qui est largement contrôlée par la Chine communiste. On a des installations militaires très importantes ici, un peu partout, qui permettent à la Chine de contrôler cet espace stratégique jusqu'à ce qu'on appelle la première chaîne d'îles. Le rôle des Américains, et c'est pourquoi on tient autant à Taïwan dans un tel scénario.
On essaie de contenir la Chine à cette première chaîne d'îles ici, qui est composée d'abord à partir, bien sûr, des Philippines jusqu'à Taïwan et qui se prolonge à travers les îles japonaises d'Okinawa, etc., jusqu'au Japon continental et à la Corée. Les Américains ont une posture très enviable avec des bases militaires, notamment en Corée du Sud, au Japon, tout près ici à Okinawa et également, bien sûr, aux Philippines. On a une présence de plus en plus importante de la part des États-Unis, sans parler des nombreux alliés et de ce qu'on pourrait considérer comme étant une présence américaine, notamment à Hawaï ainsi qu'à Guam, deux endroits où on a un déploiement américain considérable, toujours encore une fois dans l'optique d'une escalade avec la Chine. Le rôle de Taïwan dans ce conflit, et c'est ce qu'on a défini et c'est ce qu'on a réfléchi depuis les dernières années, en connivence bien sûr avec Taïwan pour s'assurer que les stratégies militaires soient compatibles les unes avec les autres. On veut que Taïwan remplisse essentiellement un rôle de porc-épic. C'est la stratégie du porc-épic qu'on a soumis à Taïwan où on dit il n'y a aucune chance que tu te défendes contre la Chine. On a affaire à une armée gigantesque qui est directement dans sa zone d'opération, alors que les Américains doivent arriver depuis l'autre côté de l'océan. On a bien sûr quelques dizaines de milliers de troupes en Corée du Sud, de l'ordre d'environ 40 à 60 000, dépendamment de la période, 40 à 60 000 troupes également au Japon. Alors donc, on a une certaine capacité de réponse rapide. On pourrait déployer ces troupes, mais ce serait définitivement insuffisant pour mener une défense efficace de Taïwan. Alors, la stratégie du porc-épic suggère à Taïwan que son seul mandat est de résister assez longtemps pour que les renforts américains et alliés, bien sûr, puissent arriver depuis l'autre côté de l'océan, depuis surtout les bases qui sont sur la côte ouest américaine et additionnellement depuis Hawaï, et qu'on puisse se déployer vers Taïwan. On s'entend, on rêve d'un scénario du côté des États-Unis où on pourrait voir venir une telle escalade, où dans les jours, dans les semaines qui précèdent une escalade militaire, les navires américains ont le temps de se placer dans une zone plus avancée où on serait, disons, dans une meilleure posture pour répondre rapidement. Cela étant dit, la Chine n'est pas naïve, elle n'est pas stupide, elle a toutes les intentions du monde de lancer une attaque surprise et donc de limiter autant que possible la capacité de réponse des Américains. Dans un tel scénario, si jamais, effectivement, la Chine décide de prendre Taïwan et on s'en tient vraiment strictement à un scénario d'escalade et à qu'est-ce que ça implique et qui sera impliqué, on pourrait parler très longuement des implications économiques, des semi-conducteurs à Taïwan, à quel point c'est essentiel pour l'économie occidentale, des motivations de la Chine de prendre Taïwan. C'est vraiment pas le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. On a plusieurs vidéos sur la question, en fait, à 7 jours sur Terre, si ça vous intéresse. On s'en tient surtout à qu'est-ce qui arriverait. Comment les choses se produiraient exactement. On dit ici, si la Chine décide d'envahir Taïwan, on a plusieurs scénarios. On peut y aller avec un débarquement total, prendre le contrôle effectif d'un certain nombre de plages. On parle surtout de plages en passant sur le sud de Taïwan. Beaucoup de ces plages ici sont très bien défendues et tout ce qu'il y a à l'est, ce sont tout simplement des sites qui ne sont pas vraiment propices à un débarquement de masse. Alors, il y a un certain nombre d'endroits où la Chine peut effectuer son débarquement. Ici, on a quand même une distance considérable qui permet à Taïwan de se défendre le temps que ses navires traversent. Et ce qu'on attend de Taïwan, c'est justement qu'elle tienne juste assez longtemps pour qu'on lui envoie les renforts. Maintenant, ça nous amène à la deuxième possibilité. Et ça, c'est quelque chose qui est anticipé dans pratiquement tous les scénarios de guerre entre Taïwan, la Chine, les États-Unis, etc. On fait ce qu'on appelle des war games, des jeux de guerre où carrément, vous jouez la Chine, je joue les États-Unis, j'ai des pions qui sont mes porte-avions, mes frégates, mes destroyers, mes avions de chasse, et vous avez les vôtres. Et ensemble, on s'affronte coup par coup en avançant nos pions et en prenant des impondérables en considération. Et c'est carrément un jeu avec l'intention d'essayer de voir mais comment l'autre pourrait jouer ses cartes. Systématiquement, quand on fait ce genre d'exercice, on arrive à la conclusion que la Chine va imposer rapidement un blocus maritime autour de Taïwan. C'est tout simplement logique. On sait que des renforts vont arriver depuis l'Occident, depuis des alliés, notamment les États-Unis. Alors, on voudra bloquer l'arrivée de ces renforts. Il y a un scénario d'invasion où on prend le contrôle et ensuite on met le blocus. Mais il y a aussi un scénario où on fait tout simplement commencer avec le blocus.
où des navires chinois, sans jamais débarquer à Taïwan, d'abord installent une barrière maritime, une interdiction d'accéder à l'île de Taïwan elle-même, et ensuite on pourrait y aller avec des négociations. On pourrait forcer Taïwan à faire des concessions pour ensuite y aller d'un déploiement. Ça empêcherait bien sûr que Taïwan reçoive des renforts, ça empêcherait que des navires américains puissent arriver à la dernière minute et venir en assistance à Taïwan dans le cas d'une escalade. On aurait déjà un contrôle effectif, si on veut, sur l'espace maritime. Les deux scénarios sont plausibles, mais vous comprendrez que dans les deux cas, l'armée américaine doit d'abord et avant tout, pour accéder à Taïwan, couler des navires chinois. Et c'est là qu'on arrive dans un scénario d'escalade très rapide, parce que jusqu'ici, on avait affaire uniquement à un conflit entre la Chine et Taïwan, un conflit qui aurait pu rester régional, qui pourrait ne jamais escalader à des dimensions mondiales, mais à partir du moment où on sait où vous avez des navires américains qui débarquent ici et qui ont essentiellement la responsabilité de couler des navires chinois. On s'en va assez rapidement vers une escalade qui implique les deux armées de manière frontale et de manière totale. Parce que, vous comprendrez bien sûr, si les navires chinois ont la conviction que ces navires américains s'en viennent pour les affronter et qu'on a un échange de feu éventuel dans cette région, naturellement, les Chinois vont se mettre à viser les autres, si on veut, les avoirs américains dans la région, les ressources américaines qui pourraient être appelées à participer au conflit dès que les Chinois auront la conviction que les Américains viennent à la défense de Taïwan et qu'on a affaire à un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis. Alors, on voudra s'attaquer à toutes les ressources qui pourraient être envoyées dans ce combat, notamment la Corée du Sud. Ici, vous avez plusieurs troupes américaines qui se retrouveraient rapidement sous le feu des projectiles chinois, notamment des missiles. Ensuite, même chose pour ce qui est des bases au Japon. Ce sont des bases qui seraient visées très rapidement. Et en passant, dans tous les scénarios où on fait une invasion de Taïwan à partir de la Chine, les Américains prennent pour acquis qu'il y a des pertes absolument catastrophique dans toutes les ressources militaires qui existent dans la région, qu'elles soient au Japon, en Corée du Sud, ou même des ressources maritimes ici qui seraient dans la mer des Philippines ou même dans la mer du Japon. Donc, ce premier scénario entre la Chine et Taïwan nous amène, comme je vous le dis, très rapidement à une confrontation entre les États-Unis et la Chine qui elle-même ouvre le conflit à de nouveaux théâtres d'opération. Ici, étant donné que la Chine sait très bien qu'elle en aura plein les shorts dans une guerre contre les États-Unis et que les États-Unis savent qu'ils en auront plein les shorts dans une guerre contre la Chine, que ce sera une guerre qui mobilisera l'entièreté de leurs ressources et de leurs capacités, naturellement, les alliés qui vont rejoindre la cause d'un pays comme d'un autre vont faire toute une différence. Et c'est là qu'on va avoir affaire, par exemple, à d'autres théâtres d'opération comme ici la péninsule coréenne, la Corée du Nord bien sûr, serait appelée, dans l'éventualité d'un conflit entre les États-Unis et la Chine, de joindre la partie chinoise en lançant des attaques contre la Corée du Sud. Ce que ça permettrait, étant donné que les Américains ont un engagement ici pour défendre la Corée du Sud, on a une garantie de défense qui est fournie à la Corée du Sud, on a une quasi-occupation militaire américaine à travers des installations militaires un peu partout à travers le pays. En fait, là-dessus, on a une carte qu'on vous a préparée juste ici, des installations militaires américaines un peu partout dans la région. Vous voyez celle ici en Corée, on en a plusieurs au Japon également. Vous avez celle d'Okinawa juste ici. Alors la posture américaine que je vous décrivais tout à l'heure, la voilà. Toutes ces installations deviennent des cibles immédiates pour le feu chinois, pour les projectiles chinois, afin de, bien sûr, créer un équilibre de la force qui serait plus favorable à la Chine. On sait qu'on a des navires qui arrivent de l'autre bout du monde et qu'en alternative, tout ce qu'on a à notre disposition, c'est ce qui se trouve ici. Alors tout ça se retrouve très rapidement visé. Et pour ce qui est de la Corée, eh bien, naturellement, l'avantage majeur, c'est que ça permet d'attacher les troupes américaines en Corée du Sud. Ça les empêche d'être elles-mêmes impliquées dans une attaque contre la Chine, alors qu'on a ici quand même un certain nombre de navires, d'avions de chasse, on a des missiles, on a des projectiles. Si la Corée du Nord reste dormante, alors l'entièreté des ressources américaines sont mobilisées contre la Chine. Et on attaque de plusieurs directions. Et c'est le seul scénario dans lequel on a la moindre chance de résister. Pour la Chine, naturellement, on a un avantage énorme à activer
la Corée du Nord. Quand je dis activer, c'est que la Corée du Nord est essentiellement un État satellite qui n'attend seulement qu'on demande quelque chose de lui. Un État qui dépend entièrement de la Chine, d'abord au niveau économique, mais aussi politique et militaire. Et donc, si la Corée du Sud décide de pousser sur la Corée du Nord et de prendre le contrôle du pays, la Chine devrait défendre la Corée du Nord, exactement comme on l'a vu dans la guerre de Corée. La Chine a dû intervenir pour repousser le parallèle ici et avoir la frontière internationale qu'on a aujourd'hui. Cela étant dit, c'est la même chose pour les Américains. On va certainement, à la suite d'une attaque depuis la Corée du Nord, renforcer la défense de la Corée du Sud et s'assurer que la Corée du Sud puisse maintenir la frontière là où elle se trouve, sinon même potentiellement faire des gains du côté de la Corée du Nord, parce que la logique va du même sens pour les Américains. Si on est en mesure de forcer la Chine à venir intervenir en Corée du Nord, d'envoyer 40, 50, 100 000 soldats pour venir en aide à un satellite ici qui résiste une poussée américaine, eh bien c'est déjà ça de gagner. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, dans ce scénario de Troisième Guerre mondiale qu'on étudie, c'est qu'on a une logique d'entraînement qui est pratiquement inévitable. Lorsqu'un État est entraîné en guerre, un gigantesque État, une puissance, vous avez tous les États périphériques autour, tous les satellites qui peuvent sentir du sang dans l'eau, sentir une opportunité ou encore être forcés carrément à rejoindre le conflit. Et c'est donc lorsqu'on a ces énormes guerres entre deux puissances qu'on ouvre des fenêtres d'opportunités stratégiques que d'autres essaient de saisir, ce qui nous mène donc à des conflits mondiaux qui prennent une envergure démesurée. C'est ce qu'on a vu dans la première, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième, des pays qui sentent une opportunité. Ici, on aurait donc potentiellement, oui, la Chine qui mobilise la Corée du Nord, mais aussi la Corée du Nord qui sent une opportunité, qui voit bien que les Américains sont occupés avec autre chose que la Corée du Sud. Alors s'il y a un moment pour faire une poussée, pour améliorer sa posture, pour lancer un signal, voilà le bon moment. Même chose pour ce qui est du Japon. Ici, on a quand même très peu de dynamique stratégique gênante pour ce qui est du Japon, au sens où le seul véritable compétiteur qui pourrait être problématique, ce serait la Russie. On a un certain débat quand même sur les îles ici au nord. Cela étant dit, les Russes n'ont pas vraiment de prétention territoriale sur le Japon. Il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel on a une escalade de ce côté. C'est plutôt les Chinois, encore une fois, qui viseraient le Japon à travers des projectiles et les Américains seraient définitivement forcés d'assurer la défense du Japon dans un tel scénario. On se souvient que le Japon est constitutionnellement interdit d'avoir une armée offensive. Le Japon n'a le droit seulement qu'à une force défensive et c'est une constitution qui a été rédigée par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, une constitution qu'on a poussée dans le fond de la gorge du Japon. Alors, encore aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas permettre que le Japon s'effondre alors qu'il est littéralement sous leur mandat de défense et qu'ils l'ont empêché d'avoir sa propre armée. On a une responsabilité ici et donc la Chine aura disons, une motivation énorme à créer des diversions tant au Japon qu'en Corée du Sud en envoyant des portions vraiment superficielles de ses forces pour aller mener des actions disruptives, des actions qui pourraient mettre de la pression sans nécessairement demander une implication majeure de la part de la Chine. Ça permettrait de se concentrer sur Taïwan tout en divertissant, si on veut, les ressources américaines vers d'autres destinations. Donc, on a deux scénarios qu'on a examinés déjà ici, celui de Taïwan et la Corée du Nord. Je vous dis, Taïwan pourrait rapidement mener à une escalade qui implique la Corée du Nord, le Japon, etc. Mais également, en raison de cette logique d'escalade, en raison de cette logique de fenêtre d'opportunité, de spirale d'entraînement, il y a d'autres joueurs qui pourraient être intéressés à rejoindre cette fenêtre d'opportunité et là-dessus, j'entends notamment, oui, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Parce que si la Chine se lance dans un conflit avec Taïwan et qu'on utilise encore une fois, même logique, l'essentiel des ressources chinoises dans ce conflit, on a un autre joueur juste ici qui pourrait avoir un intérêt à lancer une poussée vers la Chine. Pas une grande poussée, soyons très sérieux, l'Inde n'a pas de prétention territoriale pour prendre le Tibet en entier, mais il y a des conflits très sérieux
entre la Chine et l'Inde, spécifiquement dans la région ici du Ladakh, une région qui est convoitée d'un camp comme de l'autre et qui a été beaucoup développée au cours des dernières années par la Chine. On a construit des routes, on a construit de l'infrastructure, déployé des soldats également. Et pour vous donner une idée, en fait, la tension est si haute entre la Chine et l'Inde dans cette région, ici, dans les plateaux de l'Himalaya, qu'il est littéralement interdit par traité, convenu tant par la Chine que par l'Inde, que les soldats portent des armes. Les soldats qui sont déployés à cet endroit ne portent pas d'armes, justement parce qu'on sait qu'il y a un tel potentiel d'escalade et que ça dégénère, que tant la Chine que l'Inde se sont assis ensemble et ont dit « Sais-tu quoi? On est mieux de les envoyer à main nue. » Et savez-vous ce qui s'est produit il y a seulement environ 2 ou 3 ans? Les soldats chinois et indiens se sont affrontés et battus à mort, à main nue, dans les plateaux de l'Himalaya, à des milliers de mètres d'altitude. Ce sont des images complètement lunaires qui ont été publiées d'ailleurs, mais largement censurées sur YouTube. Ce conflit pourrait très certainement connaître une nouvelle poussée, si on veut, dans l'éventualité d'une escalade avec Taïwan, parce que l'Inde y verrait une opportunité. D'abord, on a un parapluie diplomatique. La Chine serait vue comme étant l'ennemi du monde libre. La Chine serait punie, sanctionnée. On aurait très certainement une fenêtre d'opportunité ici pour récupérer des hauteurs. C'est vraiment le point, le nerf de la guerre ici pour ce qui est du Ladakh, c'est de prendre le contrôle des hauteurs parce que celui qui contrôle le high ground, les hauteurs, a essentiellement gagné le combat, surtout dans un endroit aussi hostile ici au Ladakh où on a très peu d'aviation qui peut être déployée. On a essentiellement des troupes qui s'affrontent avec de petites armes et de l'artillerie. Donc, prenez les hauteurs, vous avez essentiellement gagné. Mais, à mon avis, dans l'éventualité d'une escalade entre la Chine et l'Inde, où on sent qu'il y a une opportunité, probablement que cette escalade se manifesterait moins dans le Ladakh, dans le Cachemire, qu'elle se manifesterait à travers une montée de la tension ici, le long de la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Vous avez affaire ici à deux adversaires stratégiques, des rivaux qui se réveillent la nuit pour se détester. En fait, tout récemment, il y a quelques mois seulement, vous avez eu une nouvelle escalade, une montée de tension qui a mené à des affrontements militaires violents le long de la frontière entre le Pakistan et l'Inde, des bombardements par l'aviation de part et d'autre, des avions qui ont été abattus. Et tout ça s'était terminé, bien sûr, avec une médiation par le président Trump. Et au bout de ce conflit, il est important de mettre dans le contexte, c'est que depuis la partition de l'Inde, depuis on a décidé de faire le Pakistan et de faire l'Inde, on a un conflit sur le partage des eaux. Vous avez ici dans l'Himalaya, bien sûr, des montagnes qui produisent des fleuves qui coulent dans cette région qui est extrêmement populée. C'est vraiment, si on veut, le grenier, tant le grenier agricole, mais aussi, on pourrait dire, le cœur démographique, le cœur de population du sous-continent indien. On a besoin de l'eau de l'Himalaya et on a en fait un traité qui a été signé à travers les années, un traité de partage des eaux duquel l'Inde s'est retirée lors du dernier échange militaire. Alors donc, on a un conflit ouvert sur la question de l'approvisionnement en eau. On a une guerre entre les deux, une guerre ouverte qui s'est terminée par une médiation incomplète il y a seulement quelques mois, alors qu'on a encore, comme je vous le dis, des enjeux qui ne sont pas réglés sur la question du partage de l'eau. L'Inde aurait définitivement un intérêt, dans l'éventualité où la Chine se lance vers Taïwan et qu'elle est distraite, de se lancer de son côté vers le Pakistan. Parce que le Pakistan, surtout au cours des dernières années, est très dépendant de la Chine en matière militaire. Beaucoup des achats militaires du Pakistan proviennent de la Chine, de l'assistance également qui vient de la Chine, de l'assistance économique, de l'assistance logistique, des entraînements conjoints entre les deux. Et donc, on peut imaginer que dans un scénario où l'Inde voit que le principal partenaire, le principal allié du Pakistan est indisponible ou du moins un peu contraint dans sa réponse, alors on pourrait sentir une fenêtre d'opportunité et lancer une escalade ici spécifiquement le long de la frontière. On a un certain nombre de groupes qui nous agacent le long de la frontière avec le Pakistan. Il y aurait certainement des bombardements, mais surtout on essaierait de prendre le contrôle des hauteurs ici dans le Cachemire pour y construire des barrages éventuellement
et saisir le contrôle sur l'eau. C'est vraiment ici le nerf de la guerre. Soyons conscients que l'Inde n'a aucunement l'intention de conquérir le Pakistan. Vous avez un pays musulman, un pays islamique essentiellement, qui ne veut rien savoir et vice-versa. L'Inde ne veut rien savoir de conquérir le Pakistan et le Pakistan ne voudrait rien savoir de l'Inde. C'est vraiment un conflit sur l'eau. Alors là-dessus, il y a un scénario très, très réaliste dans lequel le Pakistan, n'ayant plus son allié, la Chine, se retrouverait attaqué par l'Inde qui y sentirait une fenêtre d'opportunité. Et là-dessus, on a affaire vraiment à une drôle d'ironie parce qu'on aurait quelque chose de très typique des guerres mondiales et de ces grands croisements entre différentes puissances. Vous auriez des armes russes envoyées en Inde qui serviraient maintenant à détruire des armes chinoises fournies au Pakistan. Alors ces deux alliés, la Russie et la Chine, se trouveraient essentiellement à mener une guerre par proxy dans le sous-continent indien, l'un contre l'autre. Alors que la Russie fournit en armement l'Inde et que la Chine fournit le Pakistan. Et ce, même si la Chine et la Russie, en théorie, sont des alliés, ou du moins des partenaires, ou des amis, appelez ça comme vous voulez. C'est le genre de croisement étrange auquel on assisterait dans un conflit mondial. Est-ce que la Russie cesserait d'armer l'Inde dans un tel scénario? Difficile à croire. Et si ça se produit, ce serait tout simplement les Américains qui voiraient l'opportunité incroyable qu'ils ont devant eux. On dirait, voyons, vous avez un pays de quelques milliards d'habitants ici qui est prêt à être recruté comme un allié des États-Unis contre la Chine, qui a déjà une dent... Alors les Américains, de la même manière que la Chine a un intérêt à activer la Corée du Nord, les Américains ont un intérêt à activer le Japon, la Corée du Sud, ont un intérêt à activer l'Inde, versus la Chine. Et donc, on se retrouve rapidement avec un conflit qui prend des envergures mondiales. Vous comprenez comment on se retrouve dans un tel scénario. On continue. Cette fois, on se déplace en Europe. On a déjà traité de la question de Taïwan, de la Corée du Nord, de l'Inde, de la Chine, du Pakistan et de l'Inde. Cette fois, on se déplace vers ce qu'on appelle le corridor de Suwalki. Corridor de Suwalki qui est en géopolitique un des flashpoints les plus fascinants et les plus pertinents dans le cadre surtout d'un affrontement entre l'OTAN et la Russie et ses alliés, bien sûr. Je vous place à l'écran une carte qui vous permet de mieux comprendre un peu la situation. Vous avez en bleu les pays de l'OTAN, donc les alliés des États-Unis notamment. En rouge, la Russie, la Biélorussie, et ici, l'enclave de Kaliningrad, qui bien sûr appartient à la Russie et qui est essentiellement une énorme base à ciel ouvert. Qu'est-ce que Kaliningrad? Eh bien, c'est un héritage de l'URSS. Il faut se souvenir de l'époque où la Russie contrôlait non seulement Kaliningrad, mais aussi l'entièreté de la région ici avec les pays baltes. Et dans l'éventualité où les Américains en ont plein leurs shorts avec la Chine, avec le Pakistan, avec la Corée du Nord, avec un conflit qui prend une envergure mondiale démesurée qui nécessite toutes les ressources des États-Unis. On a un client comme la Russie qui pourrait absolument voir une opportunité, une fenêtre stratégique s'ouvrir pour reprendre le contrôle sur certains de ses anciens satellites soviétiques, notamment les pays baltes. Et la meilleure manière de le faire, et c'est ce qui garde beaucoup des stratèges de l'OTAN debout toute la nuit à réfléchir à tout ça, c'est la question du corridor de Suwalki. Parce que Kaliningrad est armé jusqu'aux dents. La Biélorussie est essentiellement une extension de la Russie qui est en fait planifiée pour littéralement être absorbée et faire un seul État, faire un État-union avec la Russie à terme. On a utilisé la Biélorussie d'ailleurs pour mener l'invasion initiale de l'Ukraine. Alors, il n'y a aucun doute que la Biélorussie, son territoire, agit essentiellement comme une extension du territoire russe lorsqu'il est question d'enjeux stratégiques. Pour ce qui est de Suwalki, ça nous indique que la Russie, si elle décide de prendre le contrôle ici des pays baltes, tout ce qu'elle a à faire, fut-il un temps, tout ce qu'elle avait à faire, on y reviendra dans un instant, tout ce qu'elle a à faire, ce serait de bloquer le corridor de Suwalki, de le fermer à travers une poussée. Ici, si on se déplace sur Google Earth, vous allez voir, il est question d'une distance minime. Il serait très simple pour la Russie de lancer une poussée ici vers l'est, une autre depuis la Biélorussie, se retrouver au centre, pour essentiellement bloquer ce passage entre la Pologne et les pays baltes. Un passage qui est essentiel
pour que les troupes de l'OTAN, les ressources terrestres, les chars, etc., puissent atteindre les pays baltes et leur venir en aide. On a affaire, il est important de le comprendre, à des pays qui n'ont pas la capacité de se défendre d'eux-mêmes. Des pays de quelques centaines de milliers d'habitants, 1 million, 1,5 million dans certains, ce sont de tout petits pays. Et donc, on se fie à l'OTAN pour venir à leur rescousse dans l'éventualité d'une invasion de la Russie ou d'une escalade militaire. Cela étant dit, si le corridor de Suwałki est bloqué dans les premières heures, comme on s'attend à ce qu'il le soit, alors la capacité de venir en aide à ces pays baltes est largement limitée. Je vous le disais tout à l'heure, fut-il un temps, parce qu'il faut dire que la Russie a connu tout un échec stratégique, un recul majeur à travers la guerre en Ukraine, qui a été bien sûr l'inclusion de la Finlande et de la Suède à l'intérieur de l'alliance de l'OTAN. Ce que ça vient bousculer, c'est justement la situation ici, là, dans cette région, près de la mer Baltique, alors que normalement, la mer Baltique aurait été un espace dans lequel la marine russe aurait été capable d'opérer essentiellement sans contrainte. Vous aviez l'Allemagne de son côté qui a très peu de capacité militaire maritime, la Pologne qui a une capacité limitée, mais surtout, on aurait été en mesure de se rendre depuis Kaliningrad directement sur les pays baltes et d'empêcher le ravitaillement par la voie maritime. C'est important de le comprendre, la mer Baltique aurait été un espace contrôlé par la Russie. Maintenant, une fois qu'on a la Finlande et la Suède qui fait partie de l'équation au nom de l'OTAN, eh bien, le corridor de Suwałki perd beaucoup de sa pertinence parce que soudainement, on est en mesure de ravitailler les pays baltes via les alliés scandinaves ici, qui sont tout à fait disposés à venir en aide parce que, soyons très clairs, dans un scénario où la Russie vient prendre les pays baltes, les prochains à se sentir menacés, la frontière extérieure de l'OTAN deviendrait la Suède et la Finlande. Alors, leur intérêt est de s'assurer autant que possible que la Russie soit contenue à cette frontière extérieure, d'avoir ces États tampons avec la Russie. Vous avez bien sûr une possibilité, une guerre qui a déjà éclaté historiquement via ici Saint-Pétersbourg vers la Finlande. Cela étant dit, l'objectif stratégique premier pour ce qui est de la Russie serait vraiment de reprendre le contrôle des pays baltes d'abord et la présence ici des alliés scandinaves à l'intérieur de l'OTAN vient vraiment compliquer l'équation. Alors ça fait pas mal le tour de ces endroits à travers le monde qui pourraient devenir des lieux d'escalade et d'affrontement entre les grandes puissances dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Cela étant dit, il y a aussi plusieurs autres conflits latents à travers le monde qui pourraient tout à fait connaître un regain d'intensité dans l'éventualité d'une guerre mondiale, ne serait-ce qu'à cause de cette logique d'entraînement, à cause de cette logique de spirale qui amène tout le monde vers une tentative de maximiser la fenêtre d'opportunité. Alors, je vous propose très rapidement qu'on examine certains de ces points chauds, de ces flashpoints qui pourraient être déclenchés dans l'éventualité d'un conflit mondial. Le premier, on se déplace ici en Afrique. Il serait question de l'Éthiopie et de l'Érythrée. L'Éthiopie veut un accès à la mer. On a affaire à un des plus gros États de la planète qui est entièrement enclavé au sens terrestre. On n'a aucun accès à la mer, aux océans, et donc on essaie d'en créer un ici le long de Djibouti. On a eu des affrontements à quelques occasions. En fait, l'Érythrée, l'accès à la mer de l'Éthiopie a été perdu lorsque l'Érythrée a déclaré son indépendance. Il s'en est suivi une guerre entre les deux. L'Éthiopie n'a toujours pas été en mesure de retrouver son accès à la mer, mais c'est définitivement la puissance militaire supérieure entre l'Érythrée et l'Éthiopie. L'Éthiopie a un avantage définitif. Et on a vu d'ailleurs une escalade de violence qui s'est terminée il y a tout juste quelques années, si je me souviens bien, autour de 2021, alors que l'Éthiopie a essayé de reprendre un certain contrôle ici le long de la côte. Ça ne s'est pas matérialisé. On est arrivé avec une entente de paix et le conflit encore aujourd'hui est un peu latent. Alors, très certainement, si une fenêtre d'opportunité militaire se présente, l'Éthiopie prendra sa chance et essaiera de créer une voie vers la mer. C'est absolument essentiel. On reste dans la même région ici, alors qu'on se déplace de l'autre côté, près du détroit d'Ormuz. Ce détroit dont il a été beaucoup question au cours des derniers mois, notamment à travers l'escalade entre l'Iran et Israël, ce conflit, cette guerre de 12 jours, qui a invité plusieurs à se demander: qu'arrivera-t-il du détroit d'Ormuz? On sait, encore une fois, on en a parlé beaucoup dans notre vidéo sur les flux énergétiques et les passages maritimes, l'Iran est entièrement dépendante
du détroit d'Ormuz pour faire l'exportation des hydrocarbures, de son gaz naturel, de son pétrole. Environ 90% du pétrole iranien est exporté vers la Chine. Alors, tout le monde ici est dépendant du détroit d'Ormuz, non seulement l'Iran, mais aussi le Koweït, l'Irak, même chose pour l'Arabie saoudite, où toutes les routes d'exportation mènent vers le golfe Persique. On a besoin absolument, même chose pour les Émirats, de cette route maritime d'exportation. Et donc, dans l'éventualité d'un conflit, ça peut paraître contre-intuitif et je vous entends déjà me lancer des tomates. Mais ce n'est pas l'Iran qui va bloquer le détroit d'Ormuz, surtout pas dans un conflit qui a été déclenché par une intervention chinoise sur Taïwan. Dans un tel scénario, il y a beaucoup plus de chances que les Américains bloquent le détroit d'Ormuz. Je vous explique pourquoi. Parce que, d'abord, 90% du pétrole iranien s'en va vers la Chine. La Chine est dépendante des importations de pétrole. De la même manière qu'on a rapidement mis une camisole de force autour du Japon impérial durant la Deuxième Guerre mondiale en limitant ses importations de pétrole, en freinant autant que possible les routes d'exportation vers le Japon, on a été en mesure vraiment de contraindre la capacité militaire du Japon, sa capacité à lancer des invasions et à agir au-delà de ses frontières. Même chose pour la Chine. Si la Chine décide de lancer une invasion sur Taïwan, les Américains vont tout faire pour étouffer l'approvisionnement en hydrocarbures, en pétrole, en énergie vers la Chine, un approvisionnement qui est essentiel en temps de guerre. Alors, on sait que l'Iran envoie l'essentiel de son pétrole en Chine et à peu près personne d'autre. Les Américains ont toutes les raisons du monde d'envoyer ici la 5e flotte, qui en passant est basée juste à côté, au Bahreïn, d'envoyer la 5e flotte, de bloquer le détroit d'Ormuz, mais pas pour tout le monde. De bloquer le détroit d'Ormuz aux navires iraniens. Ce serait essentiellement un blocus militaire, un blocus maritime partiel, uniquement applicable aux Iraniens. Les navires saoudiens, les navires koweïtiens, les navires des Émirats pourraient sortir sans aucun problème, ils seraient autorisés par les Américains, on bloquerait les exportations iraniennes. Et vous me dites, mais la Chine va faire quelque chose. Il y a une raison pour laquelle les Américains viendraient intervenir rapidement ici. La Chine n'a pas la capacité d'intervenir. La Chine, même si les Américains déploient un blocus maritime sur Ormuz, la Chine n'a pas la capacité de briser ce blocus. Même si elle est prête à couler des navires américains, pour la simple et bonne raison que la marine chinoise n'est pas ce qu'on appelle une Blue Water Navy. Ce n'est pas une marine qui a une capacité de projection dans les océans lointains sur des missions qui prennent des semaines et des mois. On n'a tout simplement pas les compétences, l'équipement, les coques ne sont pas adaptés pour ce type de navigation. C'est carrément une autre bête. La marine chinoise a été entièrement configurée pour traverser depuis les côtes chinoises, prendre Taïwan et défendre cette région. Point final. On n'a jamais imaginé un scénario dans lequel la Chine serait appelée à projeter sa puissance et à mener une guerre en Amérique latine, en même temps qu'au Moyen-Orient, en même temps qu'en Asie et en même temps ici que dans l'océan Indien. Il n'y a pas un scénario dans lequel ça fait du sens. Seulement les Américains ont ce qu'on appelle une véritable capacité de projection de la puissance à l'échelle mondiale. Les Américains ont configuré leur armée depuis le début, en fait depuis la guerre froide, avec l'idée d'un conflit hybride. Un conflit qui pourrait avoir lieu à deux endroits simultanément. On s'attend, on exige de l'armée américaine qu'elle puisse en tout temps mener deux conflits à haute intensité dans deux théâtres opérationnels séparés. C'est vraiment comment l'armée américaine a été structurée et ça nous donne un avantage considérable de mener ce genre d'action qui fait extrêmement mal à la Chine, très loin des côtes chinoises. Alors donc, le détroit d'Ormuz ici probablement serait visé par les Américains et non pas par les Chinois. Le reste des exportations serait épargné, mais l'Iran serait essentiellement rayé de la carte au sens énergétique. Ça nous amène à notre deuxième point. Vous comprendrez que dans un scénario où l'énergie de l'Iran est déjà mise KO, où la Chine n'a pas vraiment de possibilité d'intervenir et où on a une fenêtre d'opportunité majeure, on a un client ici qui s'appelle Israël qui sera très intéressé de relancer une campagne de bombardement, une campagne de tir de projectiles pour s'attaquer à l'industrie pétrolière, programme nucléaire, industrie militaire, etc. À travers l'Iran. Israël prendra sa chance. On se déplace ensuite du côté de l'Afrique.
On se parle un peu des ressources, on s'est parlé de pétrole. Il y a également d'autres ressources, des terres rares, des minerais critiques qui seront essentiels dans une troisième guerre mondiale. Et ceux qui s'accaparent ces ressources auront un avantage définitif sur tous les autres. On sait qu'il y a des terres rares, des minéraux critiques qui sont hautement convoités par les Chinois et les Américains dans l'est de la République démocratique du Congo. L'essentiel de ces minerais, au moment où on se parle, sont sous le contrôle de la Chine. La Chine a toutes les routes d'exportation ici, beaucoup des minerais, du cobalt, etc., qui est extrait depuis ces mines ici dans l'est du Congo, est acheminé vers la Chine. Cela étant dit, les Américains convoitent énormément cette région. En fait, on vient tout juste de signer une entente avec la République démocratique du Congo pour sortir le Rwanda, les troupes du Rwanda, le M23 et l'influence chinoise indirectement pour prendre le contrôle de cette région. Alors, aucun doute que dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale, vous auriez beaucoup d'activités ici dans la République démocratique du Congo dans l'Est, alors que tant la Chine que les États-Unis essaieraient chacun de leur côté de prendre le contrôle de ressources critiques pour l'effort de guerre. On continue avec un dernier, petit point qu'on relève, je remarque, je l'ai ajouté clairement en fin d'émission, il serait question de la Syrie et d'Israël, alors que Israël a depuis longtemps manifesté son intention d'élargir sa zone de contrôle dans le sud de la Syrie, au sud de la capitale ici, Damas, dans un scénario d'escalade de Troisième Guerre mondiale. Il n'y a aucun doute qu'Israël prendrait son opportunité non seulement d'ajouter du contrôle dans le sud de la Syrie, mais de consolider son contrôle également sur le sud du Liban. Ce sont des gains territoriaux qui seraient faciles à obtenir dans le sens d'une escalade mondiale où tout le monde en a plein les shorts et où la Syrie ne peut pas compter sur l'appui, par exemple, de la Russie ou encore d'autres acteurs régionaux. Je mentionne que dans un tel scénario, la Turquie serait certainement très tentée d'intervenir. Et il est possible que la Turquie effectivement vienne en aide à un pays comme la Syrie parce que son intérêt de son côté est de maintenir un tampon ici vis-à-vis l'autre puissance régionale, Israël. Alors tout ça fait pas mal de tour de notre liste aujourd'hui. On a, je crois, examiné la plupart des points chauds qui pourraient éclater dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Bien sûr, il y en a plusieurs autres. On aurait pu évoquer notamment le Maroc, l'Algérie. On aurait pu évoquer des scénarios en Asie du Sud-Est, même également en Afrique additionnelle. On pourrait en faire toute la journée. Je pense qu'on a couvert les principaux. Si vous avez des suggestions, des commentaires, si vous croyez que j'en ai oublié, s'il y en a qui n'ont pas leur place, mais que je les ai mis sur la liste, gênez-vous pas. J'adore lire vos commentaires là-dessus, c'est toujours très intéressant. Abonnez-vous à Chaque jour sur Terre, c'est la meilleure manière de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On est déjà à quelques 55 000 abonnés, j'en suis extrêmement surpris et terriblement reconnaissant à chacun d'entre vous. Et si vous voulez plus de contenu de 7 jours sur Terre, c'est très simple. Vous pouvez devenir membre exclusif. Pour aussi peu qu'$1 par mois, vous avez accès à du contenu additionnel où on revient ensemble sur l'actualité internationale, on décrypte les grands enjeux de géopolitique, tout ça dans un climat très décontracté, informel et toujours très agréable. Alors là-dessus, chers amis, merci d'avoir été avec moi. C'était Benjamin Tremblay. Je vous dis à la prochaine. Semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye. En terminant, n'oubliez pas d'essayer Supremacy World War III pour diriger votre propre puissance. Suivez le lien dans la description, dans les commentaires et recevez une unité spéciale exclusive comme la frégate d'élite d'une valeur de 25 €.